Bonsoir à tous. Donc, ravie de vous retrouver sur cette conférence de la mode engagée pour un impact positif. Donc, c'est le Club Luxe et Création qui vous propose aujourd'hui cette conférence. Donc, je vais commencer par un petit mot d'introduction sur le club, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et puis après, on échangera le reste du temps avec Maëlys Arnoux, qui est la fondatrice de la marque Transat. Alors, je vais essayer de changer les slides. Ça serait bien. Voilà, donc quelques mots sur le Club Luxe. Donc en fait, notre club, pour ceux qui ne le connaissent pas, a pour vocation d'inviter les membres du réseau Neoma, alumni et externes aussi. On a souvent des externes autour de différents moments d'échanges, de rencontres. Ce sont des personnes qui travaillent dans ces secteurs ou finalement tous ceux qui peuvent être curieux ou passionnés par ces univers. Donc, on organise, alors il y a eu la période Covid, certes, mais on fait beaucoup, Marjorie, d'expositions thématiques, des visites d'entreprises, des afterworks, des conférences également. Donc, beaucoup de choses. Nous sommes presque 2000 membres. Donc là, vous voyez les adresses pour nous joindre. Ce soir, nous sommes 4 animatrices. Donc, vous avez Lynn, Marjorie qui est là et Pauline qui va nous retrouver. Et donc, nous sommes aussi toujours à la recherche de forces vives. Donc, si tous ces sujets vous intéressent, vous êtes les bienvenus. Vraiment bienvenus. Voilà. Un petit mot aussi avant d'entamer notre sujet. Vous avez compris évidemment que le fil rouge de cette semaine était autour de l'engagement et notamment de l'initiative Engaged for Positive Impact. Donc, je suis particulièrement fière que cette initiative ait servi de fil rouge pour toute la semaine, de voir à peu près, je crois, Marion pourra me compléter, plus de 45 sujets, conférences autour de cet engagement. Donc, une grande fierté, évidemment, tellement de choses à faire, besoin de force vive à nouveau. Et puis, je vous invite à aller regarder, à signer le manifeste et puis à nous retrouver, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'était les petits mots un peu du club, de l'initiative, de la semaine. Mais l'idée, là, surtout ce soir, c'est d'échanger avec Maëlys. Peut-être un dernier petit mot sur qui je suis, parce que je parle. Donc aujourd'hui, j'accompagne, donc je suis un peu investie pour Neoma Alumni, en effet. Mais sinon, par ailleurs, ma vie professionnelle, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique, et notamment en identifiant et en mettant en œuvre les bons leviers pour impacter positivement. Voilà, vous faites le lien. On y va. Donc, un sujet autour de la mode engagée pour un impact positif. Donc, je laisserai... Oui. Juste un petit point, Isabelle, avant qu'on commence. Je vois que personne n'a mis sa webcam, mais si vous, comme l'a dit Marion par écrit, si vous mettez votre webcam, vous consentez à ce que votre image soit diffusée, puisque cette vidéo est enregistrée et sera ensuite exploitée par la suite dans des commissions de Neoma et sur les réseaux sociaux. Voilà. Bien vu. Mais bon, on serait ravis de vous voir quand même. Ouais, pour discuter, ce sera plus sympa. Donc, et en effet, c'est un mode réunion. Donc, voilà, l'idée, c'était de se voir aussi et d'échanger de façon... oh, voilà. Donc, je vois Marie qui est là, Michel. Je fais des petits coucous là. Bon, allez, j'arrête. Donc, on va laisser la parole. Alors, du coup, je passe comme ça. Je vais enlever ma presse. Comment ça se fait? Pourquoi elle est aussi grande? Pardon. Hop. On se verra mieux, je pense. Pourquoi elle est comme ça? Bon. Ça va? On se voit tous, non? Ouais, très bien. Nous, en fait, on ne voit pas ta présentation, oui. Donc c'est bon. On ne voit pas de présentation. Plus que nous. Eh bien, c'est très bien. Il n'y en a plus besoin. Maintenant, la parole va être beaucoup à Maëlys, avec évidemment les questions que l'on va lui poser. Alors, pourquoi on a choisi aussi ce sujet sur
sur la mode engagée, c'est évidemment l'industrie de la mode aujourd'hui. Alors, elle est un peu secouée, ça bouge, peut-être pas assez vite. On sait tous que c'est une industrie qui utilise traditionnellement, on va dire, beaucoup de matières premières, qui contribuent beaucoup à apporter des gaz à effet de serre qui ne vont pas bien pour l'environnement. On sait ce qui se passe. L'industrie de la mode doit rentrer dans les objectifs, dans tous les objectifs qui sont fixés d'un point de vue international ou dans le cadre de la stratégie de la France, c'est-à-dire une baisse très importante de ses émissions de CO2 et de viser une neutralité carbone également en 2050. Bref, un gros travail. Donc ça bouge, peut-être pas assez vite. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce soir d'inviter Maëlys, qui va nous parler de sa marque et de pourquoi elle a lancé Transat. Et voilà, ça nous semble être important de témoigner dans ce sens par rapport à ce qu'on vient de se dire sur cette industrie de la mode. Donc, je vais poser la première question à Maëlys, peut-être davantage pour te connaître, Maëlys, et te présenter. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours, ton engagement et comment finalement tu es arrivée, on parlera en détail de Transat, mais comment tu es arrivée jusqu'à la création de Transat? Oui, alors bonsoir tout le monde. Alors moi, je suis de la promo 2008. Sur le campus de Rouen. Alors, j'ai eu différentes expériences après l'école, après le diplôme en marketing opérationnel et développement dans des maisons comme Cartier, Lanvin. Après, j'ai opéré une orientation plus opérationnelle pour être... j'ai été responsable commerciale du marché français dans une marque de prêt-à-porter pour femmes. Et ma dernière expérience pro, ça a été la découverte d'un nouveau marché. Ça a été en B2B. J'étais directrice commerciale pour une boîte qui était spécialisée dans l'objet promotionnel, mais en coupé cousu. Donc, toujours un lien avec... quand même, on va dire indirectement la mode, en tout cas cette technique. Et après, en fait, j'ai opéré un virage à 360, reconversion pro, et j'ai décidé en fait de mettre mes convictions et mon amour de la matière, justement, on en parlait de la matière, dans un projet, et c'est comme ça que Transat est né. Donc Transat, en quelques lignes, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes éco-responsables. L'idée, c'est de créer en fait un vestiaire réduit avec des pièces identifiées et qui vont être déclinées justement dans différentes matières d'exception. Et j'ai vraiment voulu créer une chaîne la plus vertueuse possible et faire que mes engagements, mes convictions, mes valeurs se retrouvent à tous les niveaux de cette chaîne. Voilà, enfin, en gros, pour résumer très brièvement. Voilà, donc si vous avez des questions, en effet, n'hésitez pas et on les prendra tout à la fin, même sur le parcours, évidemment, sur ton parcours, Maëlys. Donc, moi, j'aimerais que tu nous partages assez rapidement, qu'on passe vraiment à quelle est ta vision à toi de ce qu'on appelle la mode engagée pour un impact positif ou une mode responsable. Quelle est ta vision et du coup, comment tu proposes, comment il faut s'y prendre concrètement et par rapport à ton expérience aussi à toi, d'un point de vue très opérationnel, comment s'y prendre. Mais d'abord, quelle est ta vision de cette mode qui doit être beaucoup plus engagée qu'elle ne l'est aujourd'hui, globalement? En fait, déjà, c'est une question hyper vaste que je te disais, Isabelle. Donc, ma réponse va être très personnelle. Selon moi, déjà, une mode engagée devrait être la norme. En fait, le socle de notre industrie devrait reposer sur la question du comment faire pour que notre industrie soit la plus vertueuse possible. Du coup, alors, pour répondre à la question, j'ai un peu étudié la question pour bien l'organiser et je me suis dit que j'allais répondre en 3 parties. Donc, déjà, d'un point de vue macro, pour moi, donc, la mode engagée, c'est une mode qui va protéger, réparer, préserver tant au niveau environnemental que social. Et c'est une mode qui va surtout se soucier de demain. Voilà, on parle d'objectifs, mais c'est ça, c'est du futur, en faisant des choix à impact donc positif, et ça à tous les niveaux de la chaîne de création de valeur. Enfin, ça, c'est vraiment d'un point de vue macro. Et après, si on parle plus au niveau des marques de mode et non plus de l'industrie au global, du coup, pour moi, une marque de mode engagée, en fait, elle est engagée dès lors qu'elle participe activement
à faire bouger en fait l'industrie textile. Et ça, à travers un message qui est clair et avec des actions qui sont liées à ce message directement. Et je dirais que le point commun, parce que j'ai un peu aussi cherché, parce que la question est quand même compliquée, et en fait, je dirais que le point commun pour moi, à toutes les marques de mode dites engagées, c'est la transparence. Parce que, voilà, on peut être très engagé, mais sans transparence, pour moi, c'est un maillon qui manque. Donc, pour moi, une marque vraiment engagée, c'est une marque transparente. Donc, même si on ne peut pas tout savoir, évidemment, la transparence est primordiale, tant pour du côté de la marque, donc pour une marque, que d'un point de vue consommateur, du conso final. Donc, je dirais que d'un point de vue de marque, dès lors qu'on ouvre nos portes, ça va nous pousser à nous améliorer. Et à rester accroché à ce que l'on dit, à ce que l'on a montré, à ce qu'on a expliqué, à être vigilant, à être prudent, donc plus lent, donc peut-être plus justement raisonné grâce à cette transparence, à cette ouverture des portes de l'entreprise. Et après, je pense que c'est vraiment très vertueux et que ça permet de freiner des dérives. Parce qu'on va chercher à s'améliorer ou à se remettre toujours en question, enfin, toujours plus en fait. Forcément, quand on ouvre des portes, on dit des choses et on va essayer du coup de pas s'arrêter là. On va éviter de rester figé sur un modèle établi. Et après, du point de vue du consommateur, une marque transparente, ça va forcément donner des clés de lecture pour justement aider le consommateur, le guider sur son choix et sur justement son mode de consommation. Donc voilà, moi ça c'est vraiment les deux strates. Et après, donc d'un point de vue plus concret au niveau de Transat, tu parlais d'opérationnel, Isabelle. Donc là c'est vraiment au sein de Transat. Moi j'ai simplement commencé l'aventure en me disant que j'aurais forcément un impact. Déjà, dès lors qu'on fabrique, on a un impact. Mais du coup, je me suis demandé comment je peux faire pour avoir la chaîne la plus vertueuse possible. Donc, c'était vraiment de prendre ce point de départ. Alors, du coup, j'ai dû prioriser selon mes convictions et j'ai choisi de me concentrer sur 4 sujets principaux. Alors, le premier, c'était où je fabrique et qui fabrique. Le second, comment je source mes matières. L'impact, je ne sais pas si vous savez, mais l'impact d'un vêtement, l'étape à laquelle un vêtement est le plus impactant, c'est la fabrication de la matière. Le troisième sujet, qui est pour moi très important, en fait, c'est le sujet du zéro déchet textile. Et le dernier point, mais ça c'est extrêmement personnel, c'est comment à mon échelle je peux soutenir la protection de l'océan. Voilà, j'ai grandi entre Paris et le sud-ouest, donc forcément, j'ai une attache très forte à l'océan. Donc voilà, c'est mes 4 priorités, on va dire, quand j'ai démarré l'aventure. Et je voulais vous faire un cas concret, parce que la théorie, on en a parlé avec Isabelle, j'ai beaucoup tourné autour de la théorie, mais en fait, le cas pratique était plutôt sympa. Donc là, je porte une veste Transat, voilà. C'est le Bombers Gabriel. Donc, je vais vous faire étape par étape, et comme ça, vous allez voir concrètement ma chaîne de création de valeur et l'impact et mes choix. Donc, ça a été 1 an de développement avec ma modéliste qui est à Paris. Donc, un gros travail a été fait d'un point de vue qualité, durabilité, éco-conception, de penser déjà à la fin de vie du produit alors qu'on est en train de le créer, donc au niveau du recyclage, justement. Au niveau de la matière, c'est un jacquard français, donc une très belle matière avec un véritable savoir-faire derrière et local. Et en plus, la matière est issue d'un stock dormant. Donc, ça veut dire que je n'ai pas fait produire la matière. Tout à l'heure, je vous disais que l'impact le plus fort se situe au niveau de la fabrication de la matière. Là, à ce stade-là, moi, j'ai juste, entre guillemets, le transport. Et c'est en France, donc de France à France, c'est assez limité. Pour la fabrication, donc c'est l'atelier avec lequel je travaille main dans la main depuis le début de l'aventure qui va fabriquer le Bombers. Ils ont un atelier en France et aussi des ateliers partenaires en Europe, donc circuit court. Là, on est vraiment sur des circuits courts. Et donc, évidemment, ça permet d'être très proche, de connaître les partenaires. Donc là, au niveau de l'éthique et de qui il y a derrière, comment ils traitent leurs salariés, il y a tout plein de questions à ce niveau-là aussi. Donc, je connais ceux avec qui je travaille et qui fabrique le vêtement. Et ça a été toujours fait avec extrêmement de bienveillance. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis le Bombers en vente sous forme de précommande. Donc là, ça permet de limiter la surproduction, le gaspillage, de bien calibrer en fait au niveau des quantités et des tailles à fabriquer, ce qui n'est pas anodin dans l'industrie textile. Je reverse 1% de mon chiffre d'affaires pour la protection de l'océan, justement. Si on parle du packaging, très vite fait, mais c'est important, j'essaie de le limiter un maximum. Et sinon, c'est un packaging recyclé, recyclable et compostable en partie. Et dernier point, donc, aucun déchet textile issu de cette fabrication ne partira à la poubelle.
Donc voilà, pour un cas pratique, ça vous donne comme ça, je trouvais ça plus sympa. Et après, sinon, donc je vous disais que j'avais priorisé j'avais 4 priorités au niveau de ma chaîne de création de valeur et de mes choix. Mais après, au quotidien, c'est une réflexion à chaque étape de ma chaîne, avec comme objectif donc d'essayer de toujours faire mieux selon mes possibilités. Et donc cet objectif, ça passe par un équilibre à trouver entre plusieurs sujets. Donc il y a la faisabilité, parce que par moment on a des idées, mais c'est pas toujours réalisable. Par rapport aux enjeux, un équilibre entre faisabilité, enjeux environnementaux et sociaux, obstacles et les coûts. Voilà. Donc en fait, c'est un équilibre, donc un sacré casse-tête. On croit que c'est assez facile comme ça quand on le dit, mais je vous promets, pas facile, pas facile. Les obstacles, malheureusement, quoi, là, on n'a pas assez de temps. Je pourrais vous en parler, mais c'est un autre sujet. Mais donc, voilà. Je ne sais pas si ça a été assez clair et assez concret, mais voilà. Est-ce que lorsqu'on a préparé cette conférence, tu me parlais aussi des consommatrices, du lien avec finalement l'esthétique et le beau aussi. Tu peux nous dire quelques mots sur ce... Alors en fait, il y a un enjeu aussi au niveau de la... Moi, je parle consommatrices que ce sont des femmes. En fait, elles sont en attente de quelque chose en fait quand elles viennent voilà, chercher un produit, on attend quelque chose. Donc il y a un esthétique évidemment en premier lieu dans la mode, la qualité, mais aussi le prix. Et en fait, on se rend compte que souvent, il y a j'ai envie de changer mon mode de consommation, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci, etc. Mais quand on met en face et on a beau justement être quand même transparent, c'est assez compliqué de pouvoir justement trouver aussi cet équilibre par rapport à l'attente réelle et concrète de la consommatrice finale. Alors du coup, on essaye, on a des choses sur lesquelles on va venir plus ou moins jouer, on va équilibrer justement par rapport aux paramètres dont je vous parlais, la faisabilité, les enjeux environnementaux, sociaux, obstacles, les coûts. Chaque marque va avoir son propre message et ses propres convictions, donc va mettre le curseur. Moi, je suis assez, on va dire, stricte par rapport à mon cahier des charges. Et j'essaie vraiment, vraiment à chaque fois que j'ai une question à me poser, de prendre la solution qui va être la moins impactante et la plus vertueuse. Mais c'est vrai que par rapport à une consommatrice, derrière, en fait, le plus gros enjeu pour nous en tant que marque, moi en tant que marque, c'est le coût. Parce qu'on peut arriver à faire du beau, on peut arriver à faire du très raisonné, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Mais derrière, il y a un coût. Et ce coût, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Tu peux nous parler aussi des obstacles dont tu ne voulais pas forcément peut-être parler, mais je trouve que c'est intéressant quand même de savoir ce qui n'est pas facile, quels sont les freins. Si tu peux nous citer un ou deux exemples, tu vois, je trouve que c'est parlant. Les obstacles, je dirais que les obstacles principaux, en fait, ce qui est très compliqué pour moi, c'est le manque de temps. Parce que quand on veut être raisonné, il faut avoir du temps pour aller creuser, chercher l'information, vérifier, croiser tout ce qu'on nous dit. Poser les choses, parce que déjà que de créer un vêtement, c'est très long, mais de le créer en minimisant son impact et en ayant une chaîne la plus vertueuse possible, c'est d'autant plus compliqué, surtout quand moi je suis toute seule, je suis très bien entourée, mais en interne, je suis encore toute seule. Donc on va dire que c'est le temps pour creuser les sujets, le temps aussi pour rechercher les matières. Je vous parlais de l'impact des matières, et justement aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'outils, de plus en plus, ça bouge énormément. Mais aujourd'hui, pour rechercher des matières, et moi, j'essaye d'un maximum, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 99% en ce qu'on appelle stock dormant. Mais il faut se déplacer, il faut s'assurer parce qu'il y en a qui appellent stock dormant, finalement, c'est de l'import-export qui vient de l'autre bout du monde, donc il faut quand même bien vérifier. Après, il y a aussi ce dont je parlais avant, c'est le coût, parce que tous les choix que je fais ont un coût réel sur mon prix de revient, et donc sur le prix de vente. Enfin, voilà, c'est quelques exemples, mais j'aimerais aussi quantifier concrètement mon impact, c'est-à-dire dire aujourd'hui, je suis capable de dire tout ce que j'ai fait, ça a permis de. Et aujourd'hui, en fait, manque de temps, manque d'outils, mais parce que manque d'outils, il y en a, mais en fait, c'est aussi c'est financier aussi. Il faut pouvoir avoir. Voilà, c'est beaucoup d'obstacles. Donc, je parlais de priorité. Donc, pour l'instant, je me concentre pour essayer de faire le mieux. Et après, je vais avoir le seul objectif, ça va être de s'améliorer en permanence. Bon, la question suivante n'était pas prévue, mais avec ce que tu viens de dire, ça me donne envie donc, il y a d'autres questions qui arrivent, mais justement, tu vois Transat dans 2 ans, dans 3 ans, comment tu vois grandir Transat, ou qu'est-ce que tu aimerais, ou comment tu vois les choses pour l'avenir, pour ta marque?
Pour ma marque, bah déjà, j'aimerais bien en interne recruter. Pour moi, c'est une marque aussi engagée. Justement, j'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est aussi le bien-être en interne. Et donc, de trouver cet équilibre, pouvoir créer de l'emploi, enfin, pour moi, c'est important. Et après, évidemment, bah, d'avoir trouvé vraiment ma clientèle, de pouvoir avoir développé mes produits comme je l'entends et de me retourner et de me dire, bah, c'est bon, j'ai pas dévié en fait. Parce que par moment, on se dit que voilà, on est face à des obstacles, on est sans cesse confronté à des obstacles. Et c'est vrai que bah, typiquement, en ce moment, je suis confrontée au problème des matières. Je vous en parle beaucoup, mais c'est vraiment le nerf, pour moi en tout cas, dans ma vision. Et aujourd'hui, j'ai du mal à trouver des stocks dormants qui me plaisent parce qu'avant d'être une marque engagée, on est une marque de mode. Donc, il y a un esthétique. Et du coup, cette esthétique, aujourd'hui, j'ai du mal à le trouver en matière déjà fabriquée. Donc bon, voilà, et je me pose la question de qu'est-ce que je dois faire, comment je peux le faire, avec qui. Donc là, je me suis beaucoup déplacée, donc je suis en train d'étudier ça. C'est un casse-tête, mais du coup, j'espère que dans 2-3 ans, voilà, c'est création d'emplois, d'avoir avancé, une croissance organique et de ne pas avoir dévié et d'avoir bien d'être resté fidèle à ce que je dis aujourd'hui. Très bien. Voilà. Si quelqu'un, hein, ce soir, là, il y a des participants, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui sont là ce soir pour entreprendre, comme toi tu l'as fait dans ce domaine, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter comme conseil par rapport à tout ce que tu viens de dire Ouais. Alors, il y en a pas mal parce qu'en fait, moi, c'était pas programmé, on va dire. Ça a été une reconversion assez spontanée et très rapide. Donc, je suis une nana très punchy et dynamique. Donc, j'ai évidemment réfléchi à mon projet. Voilà, l'école de commerce, mon expérience pro m'a apporté voilà, tout ça, tout le chemin de fer qu'il fallait suivre. Mais n'empêche que quand on se retrouve dans la réalité, lancer une entreprise, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vite. Donc, moi, mon premier conseil, c'est de vraiment bien réfléchir au projet, le préparer un maximum et de ne pas être trop pressé. Moi, j'avais un côté un peu impatient et j'avais beau entendre Maëlys, voilà, prends un petit peu plus de temps. J'avais quand même cette impatience qui me boostait là et j'avais envie d'avancer. Après, j'aimerais bien aussi conseiller d'en parler aussi beaucoup. Au début, je n'osais pas trop en parler. Il y avait une histoire de légitimité, parce que reconversion pro, ou oui, je ne connaissais pas le secteur. Enfin, bref, il y avait pas mal de questions. Et en fait, si, il faut s'ouvrir aux autres, il faut en parler. C'est en parlant que certaines choses se décoincent. Et à l'inverse, que certaines choses, justement, se bloquent. Mais du coup, on se rend compte qu'il y a un problème et du coup, on peut en parler et trouver la solution. Et on n'est pas confronté au moment où on rencontre le problème à se dire, OK, maintenant, j'ai un problème. On en a assez dans la vie d'entrepreneur. Donc, d'en parler, ça aide. Après, je dirais aussi rencontrer un maximum. Oser pousser des portes, moi, c'est ce qui m'a permis de lancer quand même Transat et d'être là où j'en suis, parce que ça a été quand même rapide, hein, comme croissance, comme développement. Oser pousser des portes, demander des conseils, avoir un maximum de pistes en fonction de nos besoins. Écouter des podcasts, c'est bête, hein, on le dit, c'est très à la mode, mais franchement, ça aide. Donc, d'écouter ce que disent les autres. Ne pas hésiter à faire aussi appel aux structures qui proposent des aides, que ce soit en coaching, en soutien financier. Moi, j'ai fait appel à HDSI, Haute-Seine Initiative, c'est dans le 92, parce que c'est autant d'un point de vue justement parrainage que financier. Faire appel aux différents réseaux d'entrepreneurs, se faire parrainer. Il y a le réseau Entreprendre, suivre une formation. Enfin, voilà, de ne pas se dire je vais perdre du temps en suivant une formation. Sinon, c'est un gain de temps pour plus tard. Enfin, bref, il y a pas mal de choses comme ça. Et aussi, dernier conseil est précieux, parce que je l'ai compris que maintenant, c'est se faire confiance et s'écouter. C'est pas mal de s'écouter aussi. Voilà. Ok. Alors, tu m'avais dit aussi ne jamais lâcher. Ouais, c'est vrai. Accepter les montagnes russes. Ouais, alors ça, dans la vie d'entrepreneur, il faut le savoir parce que j'ai une copine qui m'a fait rire. Elle avait posté j'essaierai de le retrouver, je le posterai sur mon profil si ça intéresse. Mais on voyait une belle photo de quelqu'un où la start-up, c'était un peu l'idée qu'on s'en faisait. C'était voilà, très vite, on se fait plein de nouveaux amis, c'est génial, on a le bel ordi et puis en avant. Sauf que c'est pas ça. L'autre photo, c'était on est sur son canapé, on essaye de résoudre les problèmes. Voilà. En fait, les montagnes russes, oui, en fait, c'est des très hauts et c'est des très bas.
Donc, c'est savoir profiter des très hauts et c'est savoir se confronter aux très bas, c'est ne pas baisser les bras. Moi, je sais que par moments, c'est vraiment très dur, surtout là, le Covid, quoi, l'accumulation de pas mal d'obstacles, en plus d'être une marque engagée, de se mettre des propres obstacles. Enfin, voilà, et franchement, je dirais qu'il faut persévérer. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai écouté le podcast d'une autre marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Hemstone, Alix Petit, la fondatrice, et elle disait à très juste titre, j'ai mis 14 ans. Voilà. Et donc, c'est bien parce que aussi, on écoute, quand je dis d'écouter des podcasts, c'est qu'on dit, OK, en fait, nous, on la connaît depuis 2, 3 ans vraiment, mais en fait, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle est à la manœuvre et que, voilà, elle se bat pour faire avancer sa boîte et qu'elle aussi, elle a été confrontée à tel et tel et tel obstacle. Quoi, voilà. Donc, montagnes russes, ouais, faut les accepter. C'est pas facile, mais il faut les accepter. Ça fait partie du jeu. Ok, bah super. Écoute, on va peut-être passer, si ça vous va à tous, parce que je vois qu'il y a des questions dans la discussion. Donc, si on peut entamer cette partie de discussion, alors il va peut-être y avoir des questions plus techniques ou voilà, un peu plus pointues. Je vais essayer de répondre. Hein. Voilà, je suis pas encore expert. Hein. Plus que beaucoup d'entre nous, hein, probablement. Ouais. Donc, pas de souci. OK? Donc, je passe la parole à Marjorie et Aline aussi qui vont te poser les questions qu'elles ont pu récupérer dans la discussion. Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas surtout à écrire dans le chat si vous en avez d'autres qui viennent. On les prendra tant qu'on a du temps. Donc, profitez-en, n'hésitez pas. Donc, une première question qu'on a eue, existe-t-il aujourd'hui des indices ou des labels éco pour les marques de mode? Quels sont les critères et comment fait-on justement, nous qui sommes vraiment concernés par ce que tu expliques justement ce soir, comment fait-on pour trouver des marques engagées? Parce qu'au final, on passe pas mal de temps à chercher, c'est pas si évident à trouver. Donc, est-ce qu'il y a des labels qui peuvent nous y aider et comment ça fonctionne? Alors oui, c'est très, très vaste. Alors, il y a des labels, il y a des certifications, il y a énormément de choses. Après, au niveau des labels et des certifications, moi, c'est assez controversé parce que oui, il y en a. Après, comment c'est vérifié, par qui, quoi, comment, quoi. Bref, il y a tout un sujet. Donc oui, il y en a qui sont très sérieux. Après, c'est un coût derrière. Donc malheureusement, nous, les jeunes marques, c'est une question très, très intéressante parce que typiquement, moi, je n'ai pas de label, je n'ai pas de certification, je n'ai rien du tout. Parce que déjà, je manque de temps aussi pour aller justement me faire auditer, montrer voilà, tout ce que j'ai fait, quoi, comment justifier. Quoi. C'est énormément de temps. Déjà que j'ai pas assez de temps pour, souvent gérer certaines problématiques dans mon entreprise en tant que jeune marque, c'est pas évident. C'est un coût aussi de se faire auditer. Donc, donc en fait, de trouver des marques engagées, oui, il y a heureusement des acteurs qui ont des marques qui sont aujourd'hui connues, on va dire, ou plus connues et plus reconnues. Après, il y en a qui vont vous mettre en avant un label, mais qui derrière vont pas forcément être voilà, bien sur toute leur chaîne. Et moi, je dirais qu'en fait, il y a des podcasts, justement, je ne sais pas, il y a Nouveau Modèle, par exemple, il y a une plateforme éco-responsable qui s'appelle WeDressFair, qui recense énormément de marques super sympas, éco-responsables. Et après, c'est aussi se passer le mot. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas faire de la promo pour Transat aujourd'hui, mais typiquement aujourd'hui, voilà, on se parle, vous m'écoutez, je vous dis beaucoup de choses. C'est, ah bah tiens, écoute, j'ai regardé, j'ai trouvé cette marque hyper sympa. C'est aussi, quand on connaît, c'est aussi le bouche à oreille. C'est vrai que pour des jeunes marques, c'est important aussi qu'il y ait un relais. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et moi, c'est aussi ce que je trouve très compliqué aujourd'hui, c'est toujours devoir justifier et de pas avoir aussi d'aide pour justement, on va dire, être voilà, montré entre guillemets comme étant être reconnu comme une marque qui voilà, fait les choses selon tel et tel critère. Après, vous avez des personnes qui aussi parlent de la mode responsable. Il y a Is No Good qui recense. Voilà, il y a énormément d'acteurs aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais une fois qu'on a mis le nez dedans, normalement, l'un appelle l'autre. Et donc, voilà, ça permet de trouver les marques qui sont engagées et responsables. Alors, Lynn vous met plein de liens là. Cool. Ce qu'on dit est en lien. Ouais, parce que moi, je connais pas, donc je veux garder tout ça aussi pour moi. Et donc, je vous les partage, j'en profite. Donc, je ne bosse mais j'en oublie pas, parce que là, sur le moment, mais il y a énormément, je pourrais en mettre aussi, ou vous les communiquer, mais sincèrement, en fait, je sais que c'est compliqué parce que
même quand nous, on est dedans, par moment, on découvre encore d'autres marques, on découvre encore des acteurs. Donc, effectivement, c'est du temps. Ce n'est pas encore quelque chose qui est extrêmement, on va dire, démocratisé, mais heureusement, il y a énormément de personnes qui font bouger les lignes. Il y a des très belles marques aujourd'hui, vraiment, qui agissent, qui font avancer les choses et qui sont un peu le fer de lance et le porte-parole. Enfin, voilà, donc en fait, c'est en connectant les podcasts, les journalistes qui sont spécialisés. Vraiment, c'est en allant d'un pas à l'autre. Il y a aussi The Greenminimalist Fanny qui est aussi et sur les réseaux sociaux. Quoi. Bref, je pourrais vous en donner plusieurs parce que c'est vrai que c'est tellement vaste. Mais voilà, effectivement, il faut chercher. Tu nous les donneras, on les mettra dans les notes du podcast. Mais ouais, je suis d'accord qu'il y a vraiment un sujet sur le awareness parce que même moi récemment, finalement, j'aimerais consommer plus. Et en fait, les marques que je connais, c'est soit parce que autour de moi, quelqu'un a acheté là-bas, soit, récemment, je disais, je voulais racheter un short de sport. C'est tout bête. Et en fait, je n'avais pas en tête quelle marque de sport était clean. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé 2-3 articles sur Google. Mais tu vois. Ouais, alors par exemple, en sport, il y a Circle Sportswear qui est canon. Il y a la caserne aussi. Alors voilà, j'ai oublié de vous en parler. La caserne, c'est un lieu qui a été réhabilité, donc une ancienne caserne de pompiers qui a été réhabilitée. C'est un incubateur de mode responsable. Il y a alors je vous dis pas du tout qu'il y a tous les acteurs, mais il y a quand même des beaux acteurs. Et il y a des interventions hyper intéressantes. Il y a eu le Conscious Festival le week-end dernier. Il y a des événements programmés tout le temps, des talks. Voilà, par exemple, la caserne, abonnez-vous, suivez. Il y a aussi, évidemment, le média The Good Good. Vous voyez, j'oublie les principaux. The Good Good, Victoire et Thibaut Sato qui ont créé ça, de frères et sœurs. C'est hyper intéressant. Alors là, vous pouvez puiser. C'est vraiment toutes les informations. Je peux vous dire pour avoir été audité entre guillemets et être passé, ils vont creuser pour vérifier les informations. Ils parlent des marques, ils parlent des événements, ils parlent des labels, ils parlent des matières, ils vont sur place, ils vont interviewer, ils ont un podcast. Voilà. Par exemple, typiquement, rien que la caserne et The Good Goose, déjà, c'est. Voilà. Ça fait pas mal de contenu. Très bien, c'est super. Franchement, c'est bien de le rappeler. Comment ? On prend une autre question ? Ouais, alors en fait, les deux questions suivantes, elles sont assez liées. C'est un petit peu dans la manière dont tu concilies le côté business et l'aspect éco-responsable. Donc, moi, des formations pro, j'ai une petite question CRM. Comment est-ce que les consommateurs de Transat, je suppose, ils sont un peu dans une démarche minimaliste, acheter peu, acheter bien, et donc un taux de rachat un peu plus bas que d'autres marques de retail. Comment est-ce que ta base de données clients elle se répartit entre les utilisateurs qui viennent, les clients qui viennent faire un premier achat et les clients fidèles? En fait, comment tu augmentes ton taux de réachat quand tu veux garder une philosophie éco-responsable et donc un peu minimaliste? Et la question suivante qui est assez liée, donc je pense que tu vas pouvoir répondre globalement, c'est comment est-ce que justement cette non, elle n'est pas tant liée en fait. Bon, je te laisse répondre à la première, mais c'est aussi sur slow fashion et business. Hein. Ouais, de lier les deux. Non, mais c'est une vraie question. Alors, pour vous dire, j'ai un mari dans un fonds d'investissement, donc on en parle souvent. Non, mais en fait, simplement déjà, effectivement, c'est dans mes priorités, c'est dans mes choix en fait à tous les niveaux. Ça va être là, en ce moment, quand je vous parlais des matières, typiquement, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les matières que j'ai envie de travailler, elles sont à 35 € du mètre. Voilà. Je vous parle clairement sur le côté business. 35 € du mètre, vous faites fois 1,20 m ou 1,30 m en fonction de la consommation matière pour une chemise. Je vous laisse calculer. Rien qu'en consommation matière, sans marge, sans rien, sans façon, donc le prix de la fabrication, sans. Voilà. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet. Après, moi, je considère et je reste assez fidèle à mes positions sur le fait qu'il y a cette histoire de prix juste. Donc, je vais calculer mon prix de revient comme on nous l'apprend à le calculer. Ça a été mon boulot pendant quelques années. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, ça va être de se dire on calcule un prix juste pour pouvoir aussi être accessible
Et après, c'est aussi dire, voilà, expliquer, je vous parlais de transparence, c'est de dire, voilà, comment je fonctionne, pourquoi ça coûte ça. Après, c'est ce que je disais aussi, le consommateur final a du mal à jauger pourquoi une matière X est mieux qu'une matière Y chez une marque qui ne fait pas forcément avec conscience. C'est là où, en fait, la complexité c'est de se faire effectivement connaître et de revenir à faire connaître le beau, faire connaître la valeur du travail, la valeur on prend le temps, la durabilité, la qualité. Donc, effectivement, après, il y a une histoire de volume aussi, où moi, j'ai décidé d'être sur des petites séries, des petits volumes. Donc, forcément, c'est double impact pour moi. Après, voilà, c'est effectivement sur ce que tu disais, en fait, c'est la cliente en face qui, je réponds en fait à elle ce qu'elle est prête aussi à mettre en fait dans un vêtement et je réponds ou non à ses attentes. Alors, c'est sûr que moi, je ne vais pas avoir une rapidité, un turnover extrêmement fort parce que forcément, je n'ai pas milliards de pièces. Et il y a un prix aussi pour chaque pièce. Le prix n'est pas non plus, c'est pas les prix de la fast fashion ou d'autres marques. Après, je reste très raisonnable quand même par rapport à des marques qui sont consommées très régulièrement et de façon un peu compulsive par beaucoup. Donc, sincèrement, aujourd'hui, ça fonctionne. Je me bouge énormément. Donc, c'était une autre question. Je me bouge énormément. Dès que je le peux, c'est des ateliers, des workshops. J'ai même fait des workshops digitaux pendant le Covid alors que j'étais bébé marque. Je venais de naître. Mais voilà, sur la co-création, c'est de faire participer les femmes, c'est de rencontrer, faire des salons. Je vous disais d'être dans des réseaux. Voilà, ça s'ouvre, on parle de nous. Forcément, quand on connaît la personne derrière, on comprend ses convictions, ses valeurs. Donc, on comprend que c'est pas juste des mots et du marketing. Ça aussi, c'est compliqué à faire le tri. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment des efforts, on va dire, de tous les jours pour justement se faire connaître, des newsletters qui ne vont pas venir être complètement, qui ne vont pas venir saturer votre boîte mail, mais aussi qui vont vous apporter un bon moment. Alors, malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que le mode supprimé est assez récurrent, mais moi j'essaye aussi d'amener les femmes dans d'autres univers, de faire connaître aussi de la céramique, des galeries d'art, de parler d'autres choses aussi, parce qu'une marque créative se veut créative, mais du coup on parle que de, entre guillemets, de mode, mais je pense qu'on se nourrit d'autres choses. Et moi je parle de ce qui m'intéresse. Voilà, c'est d'être un mec le plus riche possible, le plus accessible et transparent possible. Et je pense que le contenu fait beaucoup. Et après, de énormément se bouger. Vraiment, je suis très dynamique. On imagine. Une autre question, Lynn ou Marjorie? Marjorie, je prends. Du coup, c'est ce que je disais, c'était assez lié, mais Marois qui demandait la transition écologique sert-elle le business model des marques de retail slow fashion? Comment réussir son business model en tant que marque éco-responsable quand on a une philosophie de déconsommation? On t'a déjà un petit peu répondu à ça. Je ne sais pas si par rapport à cet angle entrepreneuriat et business model. Compléter. Ouais. En fait, alors moi, à un moment donné, j'ai une grosse remise en question pour être complètement transparente en me disant, mais qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je prône justement la déconsommation, le slow, mais je continue à fabriquer. À un moment donné, je me suis quand même posé cette question. C'est-à-dire que ce que je vous disais au tout début, je suis partie du principe que j'impactais, parce que quoi qu'il arrive, une industrie va impacter. Et après, en fait, je me suis surprise, je me suis dit, non, mais attends, ça va pas du tout. Il faut justement faire bouger les lignes. Il faut être un acteur qui va venir participer à ce changement. Donc moi, j'ai envie de participer à ce changement, faire partie des acteurs qui font bouger les choses. Et du coup, moi, j'ai quand même 3 enfants, j'ai envie d'être un relais. C'est aussi ça, ça a été aussi un déclencheur de se dire, en tant que femme, mais en tant que maman, j'ai aussi envie pour les jeunes générations d'agir. Et donc moi, j'ai envie d'agir en faisant aussi ce qui me plaît, ce qui m'anime, donc travailler la matière. Et aujourd'hui, on peut lier les deux. On peut. C'est simplement qu'il faut plus de régulation, plus de cadres, et on le demande. Justement, je vous parlais de Nouveau Modèle qui agit beaucoup, qui a écrit une lettre au président, qui fait bouger avec d'autres marques. Je pourrais en citer, Balzac Paris, Réunis, des marques géniales. Bref, voilà. Il y en a d'autres. Bref, je ne vais pas toutes les citer, mais et du coup, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on manque de cadres justement et de législation vraiment claire. Et il y a un vrai gap entre consommateurs, marques et cette industrie. Donc, bref, c'est en train de se réguler. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a la caserne, qui est en train de faire bouger les lignes aussi. Il faut, moi,
en tout cas, mon credo à moi, je parle pour moi et pour Transat, en tout cas, j'ai décidé d'aller doucement, sûrement, lentement et de prendre le temps de faire selon mes convictions. Après, il y en a plein qui vont vous contredire. Ils vont dire, bah oui, mais Maëlys, tu fais du stock dormant. Je vais vous donner un exemple, je défends la protection de l'océan. Tu fais du stock dormant, mais le stock dormant, est-ce que c'est des matières complètement naturelles que tu choisis ou est-ce qu'il y a des matières, quand il y a de la composition issue de la pétrochimie? Bah non, là, typiquement, c'est pas du 100% naturel. C'est un jacquard, on ne le fait pas avec une matière complètement naturelle. Donc moi, j'ai fait mon choix. C'est-à-dire que j'ai fait mon choix de dire un maximum de matières issues d'un stock dormant parce que ça m'évite d'aller fabriquer à l'autre bout. Voilà, souvent, quand même, le coton ou d'autres matières ne sont pas françaises. Donc là, il y a le lin, le chanvre, ça y est, ça commence à revenir. Donc ça, c'est extra, par exemple. Mais donc, il y a des problématiques comme ça. Donc, on peut toujours avoir une opposition en face. Mais en tout cas, ce qui est important, je trouve, c'est de rester vraiment lié à ses valeurs et à ses convictions et de trouver, d'être raisonné à chaque fois qu'on a un choix à faire, en fait, de se dire, OK, quelle est la solution qui va impacter le moins possible. Et voilà, je pense que de toute façon, en étant plusieurs marques, il y a plusieurs messages et ça va être complémentaire. Après, il y a besoin d'un cadre et d'une législation plus forte. Pour moi, c'est inévitable. Okay. C'est clair. De Clélia qui est orientée un peu plus mode et reconversion, qui nous demande si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton process de création. Tu as parlé de travail en collaboration avec une modéliste. Est-ce que toi, tu as suivi des formations On n'entend plus. Est-ce que pour ta reconversion, tu as suivi des formations dans la première partie. Ouais. Alors, j'ai suivi, moi, aucune formation. Après, j'ai la chance d'avoir travaillé toujours presque dans du coupé-cousu, donc d'avoir quand même cette approche matière. J'ai aussi grandi dans une famille où on m'a toujours appris à transformer l'existant. Donc, c'est bête, hein, mais prendre sa machine à coudre pour prendre la chemise du grand-père, la transformer en top pour la petite fille, etc. Donc, c'est bête, mais bon, quand on a un patrimoine génétique autour de la couture et du tricot, ça aide. Et après, non, moi, en fait, c'est plutôt mon expérience d'avant, pro, où je suis arrivée et je ne savais pas vraiment, quand je ne connaissais pas le milieu de la mode, je n'avais pas de contact particulier, etc. Par contre, ce que j'avais, c'était mon bagage pro. L'organisation, le business plan, manager. J'ai été acheteuse aussi, je ne l'ai pas dit parce que j'ai fait un résumé, mais j'ai une casquette achat à un moment. Donc j'ai été acheteuse, chef de projet, directrice commerciale. Donc tout ce bagage professionnel m'a quand même permis d'avoir cette envie de pousser des portes, prendre son téléphone, démarcher, se bouger, prendre contact, s'organiser. Il y a pas mal de choses quand même. Et je ne sors pas d'école, donc c'est sûr qu'après, dans mon environnement, mon mari a aussi fait, alors désolé, l'ESC Rouen, à mon époque c'était l'ESC Rouen, mais Néoma Campus Rouen, on a tous nos copains, donc forcément à nos âges en fait, après on a, et donc quand je vous disais, il faut oser pousser des portes, après je vous dis pas, hein, si vous sortez d'école, c'est pareil, vous avez aussi beaucoup de réseau, sûrement du réseau, ou en tout cas même quand on en a un tout petit peu, il faut oser pousser les portes, et c'est là aussi, on arrive à construire au fur et à mesure. Et donc après, pour revenir à mon processus de création, du coup, c'est simplement pareil, on discute, on me met en lien avec un tel, et du coup, on me met en lien avec la bonne modéliste, on la rencontre, on pose des questions, on essaye, on tente, ça marche, c'est génial, et hop. Après, moi, je pense que je suis tombée tout de suite sur des gens extrêmement bienveillants. Avec qui, notamment, en fait, c'est l'atelier avec qui je travaille, la Maison Hervier. Pareil, je suis hyper transparente. Donc la Maison Hervier. C'est une famille qui m'a pris sous son aile et qui m'a vraiment dit « Ok, Maëlys, on croit en ton projet, on va t'emmener avec nous » et qui ont accepté les challenges. J'ai quand même aussi utilisé du rideau, pour vous dire, hein, avec le relais. J'ai eu un partenariat avec le relais. J'ai utilisé des rideaux donc, qui ont eu 2, 3, 4 XV pour en faire des total looks un peu poussés, pantalon, chemise. Donc, ils m'ont dit, OK, on va te suivre, Maëlys, sur tes convictions. Ils partagent les mêmes valeurs et ils m'ont aussi fait pousser des portes, ils m'ont orienté. Ça aide beaucoup, en fait, aussi de tomber. Il y a aussi un coup de chance, hein, je pense, de tomber aussi sur des gens bienveillants et qui ont envie de faire bouger eux aussi les lignes. Et voilà. Donc oui, modéliste. En fait, je suis très encadrée à l'extérieur. J'ai un parcours créatif qui est hyper
classique hein, dans l'industrie de la mode. Donc, en fait, il y a un modéliste qui va, en fait, je ne sais pas si tout le monde est au fait, mais qui va me permettre de transformer l'idée en réalité. Donc, on passe par l'étape de la toile et après, de l'étape de la toile, on passe au prototype. Du prototype, quand voilà, c'est des allers-retours pendant à peu près, moi, je mets à peu près entre 8 mois et 1 an de création pour une pièce. Et après, c'est fabrication dans l'atelier, etc., etc. J'adore le commentaire de Florence. Ah, j'ai pas vu. Qui dit quoi? Qui te demande si tu prends des stagiaires. Ah ben, moi, merci, c'est marrant parce que c'est une problématique du moment aussi. Quand on est une entreprise, on se développe, mais on ne sait pas vraiment où on va, à quelle vitesse, surtout dans la mode. Enfin, voilà, on est prudent. Le Covid a rajouté la petite cerise. Voilà. Oui, moi j'aimerais bien prendre des stagiaires, j'aimerais beaucoup. En tout cas, alors je le dis vraiment avec une sincère honnêteté. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous renseigne, que je vous ouvre des portes, il n'y a aucun problème. Après, n'hésitez pas à me relancer parce que voilà, je cours un peu après le temps. Où je peux orienter dans d'autres marques, il y a d'autres marques qui cherchent, on se connaît. Voilà, c'est un petit monde finalement aussi derrière. Quand on est une marque, en fait, on connaît d'autres marques et quand on a envie d'agir pour la même chose, on peut connecter. Bref, n'hésitez pas. Okay. C'est en fait la fille de Florence hein, qui est derrière le compte Zoom de sa maman. Et qu'est-ce que tu lui conseilles elle est étudiante en école de commerce. Qu'est-ce que tu lui conseilles du coup pour se diriger vers le milieu de la couture, stylisme, modélisme? Voilà. Alors, je lui dirais de bien réfléchir déjà. Parce que souvent, alors je sais que je vais pas rendre un peu pour une petite, voilà, je vais pas dire le terme, mais en fait, je dirais de bien réfléchir parce que c'est un univers qui est très dense. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans l'univers de la mode. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de choses à faire, mais justement, de prendre le temps de réfléchir et de rencontrer pour bien comprendre ce qui s'y passe et quelles sont les attentes du marché. On parle beaucoup, par exemple, de seconde main, d'upcycling. Alors, moi, je n'ai pas utilisé le terme parce que l'upcycling, c'est une matière qui est vouée à être détruite. Donc, les rideaux, par exemple. Là, ça a déjà été utilisé, on crée de la valeur, on transforme le produit pour créer une valeur ajoutée et lui redonner une vie. Parce que souvent, il y a un défaut de langage aussi. Hein. Ça, il faut faire très attention. Mais bref, donc dans l'upcycling, par exemple, il y a énormément de choses à faire aujourd'hui. Donc, c'est une voie un peu particulière. Donc, après, je ne sais pas trop, c'est un peu une conversation là très spécialisée. Mais moi, je dirais, encore une fois, je reviens à ça, mais d'oser pousser les portes, d'appeler, de contacter, de rencontrer. Voilà, typiquement, Maïlis, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut prendre un café, déjeuner? Ok, est-ce que je peux rencontrer? Est-ce que tu connais quelqu'un? Oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut se rendre. Après, conseiller, c'est de bien réfléchir à son projet et de mesurer. L'univers de la mode fait souvent rêver. Et parce que c'est beau, il y a des belles choses à faire. Mais c'est aussi un univers très compliqué. Moi, franchement, je ne m'attendais pas. Pourtant, je m'attendais à certaines choses pour avoir été confrontée au monde du travail. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'obstacles et de complexité à arriver dans cet univers-là et à devoir manœuvrer sans cesse pour faire avancer la machine. Aujourd'hui, il y a aussi cette problématique, c'est bête, hein, mais des réseaux sociaux, de l'image. Il y a beaucoup de choses aussi à gérer à côté. Donc, je ne sais pas exactement ce que veut faire la fille de Florence. Mais voilà, de bien se renseigner, de rencontrer, de poser en fait vraiment les choses. Voilà. Pour rentrer un petit peu sur le côté produit, Oui. est-ce qu'il y a des matières que toi, tu aimes particulièrement travailler et que tu trouves qui allient vraiment un beau rendu pour le côté mode et aussi le côté écologique en même temps? Alors, moi, le côté écologique, là, pour l'instant, ce que je disais, c'est des stocks dormants. Donc, je vais pas être, c'est pas 100%, on va dire, purement écologique, parce que au niveau de la fabrication, c'est pas moi qui les fais fabriquer, mais il y a quand même souvent des matières synthétiques, une composition en partie synthétique. Donc, normalement, la vraie belle matière écologique, ça va être de la matière plutôt naturelle, qui va venir renourrir la terre, c'est vertueux. Donc, moi, je suis sur un autre pan. Et alors, moi, les matières qui me font absolument vibrer, c'est tout ce qui est issu de l'artisanat. Je ne sais pas si vous voyez, j'avais mis, mais il fait un peu noir, mais typiquement, je vais essayer de vous montrer.
On va bientôt rentrer dans sa boutique. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est des matières qui ont du caractère. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes, globalement, oui, je pense. Enfin, je ne sais pas. Désolée pour les hommes, mais pour moi, mais bon, ça correspond aussi aux hommes. Mais en fait, un vêtement, pour moi, il y a ici une histoire de bien-être. Et un vêtement où vous devez vous sentir bien pour vous sentir belle et donc affronter voilà, le monde extérieur. Donc c'est un peu... il y en a qui vont dire elle est peut-être un peu perchée, mais moi, c'est un peu ce en quoi je crois. Faut être vraiment bien. Et moi, c'est vrai que c'est les matières qui ont du caractère et qui permettent voilà, de montrer qui on est. Et donc, moi, les matières typiquement que j'adore, voilà. Donc, je ne sais pas si on peut voir ça, c'est un tisserand français. Donc, je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce que c'est, mais c'est un tissage incroyable, voilà, avec des couleurs absolument sublimes. C'est des matières d'exception aujourd'hui qu'on voit plus beaucoup. Typiquement, c'est des matières, quand je vous disais au niveau du coût, ça, c'est des matières voilà, qui coûtent très, très cher, que j'ai envie de travailler, même si elles ont déjà fabriqué. Ben, voilà. Donc, je vous montre aussi là. Je ne sais pas si on voit, c'est forcément pour moi des matières. Ouais. Pour moi, c'est des matières qui ont de la texture, qui ont de la couleur, qui ont quelque chose à dire en fait quand on les voit et quand on les porte, qui vont vraiment vous sublimer, vous mettre en valeur. Après, c'est une histoire de coupe aussi derrière. Il ne faut pas que la matière, il faut aussi la coupe. Mais voilà, pour moi, c'est tout ce qui est issu d'un savoir-faire exceptionnel. On va prendre une autre question dans un autre registre sur les aides. Ah oui. Ouais, il y a Louise qui demande le nom de la structure dans les Hauts-de-Seine pour lancer l'activité. Là, Alors, c'est HDSI, Hauts-de-Seine Initiative, mais il y en a partout. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Clélia avait bien retenu. Ouais, c'est Hauts-de-Seine Initiative. Ils sont top. Franchement, j'étais étonnée. J'ai eu du coaching en groupe. Alors, moi qui disais non, j'en ai pas besoin. Voilà, donc au début, typiquement, on croit qu'on en a. Mais en fait, si, en fait. C'est hyper bien parce qu'on a du coaching, on a un accompagnement, on est validé donc, et challengé sur notre business model. Il y a quand même pas mal de choses à remplir, à expliquer et à justifier parce qu'il y a un financement quand même derrière. Franchement, ils sont super. Après, je réfléchissais, il y a Réseau Entreprendre aussi qui sont top. Moi, j'ai pas eu, mais j'ai eu contact. Mais voilà, ils sont top, faut pas hésiter. Moi, je trouve aussi qu'il ne faut pas hésiter. Alors ça, je trouve que ça manque un peu, mais d'oser se faire parrainer. Je sais que là, dans notre vivier d'école de commerce, quand même, il y a quand même des personnes qui ont eu un très beau parcours, qui ont eu une belle carrière et qui potentiellement seraient intéressées aussi pour parrainer des jeunes. Je sais que ça se fait beaucoup, justement, via Réseau Entreprendre. Et je pense qu'on peut aussi solliciter aussi chez nous, hein, typiquement. Voilà. Après, je sais plus ce que je vous disais. Je pourrais les donner aussi, les différents aides, les incubateurs. Ouais, il y a les régions aussi, il y a beaucoup les régions, les départements. L'Île-de-France fait beaucoup aussi. Il y a des prix aussi. Quand on a son business qui est, ça y est, construit, on peut aussi postuler. Quand on est une femme, il y a aussi encore plus de choses. Voilà. Alors, l'heure tourne, il est 56, 57. Juste une très courte question sur la com, parce que j'ai vu passer. Ouais, c'était ma question. Est-ce que tu fais des investissements en marketing et en communication? Je sais qu'il y a pas mal de marques éco-responsables qui n'en font pas, notamment pour réduire les coûts. J'ai vu que vous aviez les réseaux sociaux. Est-ce que vous misez sur l'organique ou vous investissez aussi en marketing et en communication en général? Alors, je mise sur l'organique évidemment aussi, mais tout ce que je fais, ce que je vous disais, je fais beaucoup de rencontres, je vais à la rencontre. Après, j'ai fait un peu j'ai tenté ça, de com. Ça correspond pas. Alors déjà, effectivement, il faut un gros budget pour être visible. Donc, et moi, j'ai pas trouvé que ça soit hyper efficace et hyper cohérent à date. En fait, je me suis dit que ça allait un peu à l'inverse de ce que je faisais. Donc, du coup, là, j'ai arrêté. Voilà. Typiquement, voilà, j'ai arrêté et je reprends mon rythme organique. Ok, alors, super. Bon, quelques mots de conclusion. L'heure a passé vite.
Maëlys, tu vois. Finalement, c'est passé vite, ouais. Moi, on va vous faire plusieurs invitations au nom du club Luxe et Création. Alors d'abord, allez sur le site de Transat, regardez toute la proposition de Maëlys. Donc ça, c'est la première. Ensuite, au niveau du réseau et de l'initiative de la semaine du fil rouge, je vous invite à aller voir le manifeste, à le signer, à vous engager pour continuer quels que soient les sujets. Voilà. Et puis, pour le club Luxe et Création, nous sommes 4. Si vous avez envie, si ces sujets vous intéressent, rejoignez-nous. Alors surtout, et j'ai eu un petit message de Grégoire en off, et on a l'autorisation, on peut refaire des événements en présentiel. Donc il y a Marjorie qui va nous préparer tout un programme. Donc vous allez bientôt revoir davantage d'événements qu'on va pouvoir proposer, parce que c'est vrai que c'était très important pour nous, le réseau, de discuter, de se voir évidemment, et de partager des bons moments avec ce club. Donc on est ravis, et bientôt vous allez voir réapparaître un certain nombre d'événements. Voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Maëlys. Je voulais quelque chose de très concret, très opérationnel. Je pense qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc voilà, très sincère, et je te remercie de tes témoignages, voilà, au nom du club, et puis merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Voilà. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. On voit passer les messages. Très inspirant. On te remercie. Bon, voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, à très bientôt. Voilà, on est pile dans les temps. C'est parfait. Et bonne soirée à tout le monde. Merci encore, Maëlys. Merci.